Mais direction la Russie maintenant pour notre premier gros plan, parce que ce pays prend des mesures drastiques face à un regain d'épidémie de Covid. Le président Poutine a décrété hier une semaine chômée, et ça sera début novembre, il se l'appliquera à lui-même. Soyez responsable, a-t-il dit. Le maire de Moscou a ordonné la fermeture dès le 28 octobre jusqu'au 7 novembre de tous les services non essentiels. Oui, et la raison, c'est que la Russie subit sa pire vague épidémique de Covid-19 depuis le début de la pandémie. En 24 heures, il y a eu plus de 1000 nouveaux décès et plus de 36 000 nouveaux cas. Pour en parler avec nous, Olivier Ravanello, ancien correspondant en Russie. Merci d'être avec nous. Magali Barthès, notre spécialiste maison, est là. Et nous aurons en ligne également le docteur Anne Sénéquier. Et on va commencer avec vous d'ailleurs, docteur. Vous êtes médecin, co-directrice de l'Observatoire de la santé à l'IRIS. Que se passe-t-il sur le plan sanitaire de la Russie, du côté de la Russie? Pourquoi en est-on arrivé à une décision aussi extrême de la part du président russe? C'est vrai, comme l'a dit votre consoeur tout à l'heure, la Russie vit aujourd'hui sa plus grande vague. On a 1000 décès par jour, 34 000 contaminations référencées, et je pense que là, il faut aussi être très vigilant avec les chiffres. On peut penser qu'on est bien plus haut que ça, puisqu'on a des chiffres divergent en fonction des sources, que ce soit le site de l'OMS ou que ce soit les sites référencés sur l'agence de santé en Russie. Donc, on a énormément de cas, on a une vaccination très peu vaccinée, là encore, les chiffres divergent entre 35% de la population qui a reçu une seule dose à 49%. En tous les cas, ça n'est pas suffisant aujourd'hui pour contrer l'avancée du variant Delta qui, comme il le fait de par le monde, devient majoritaire aussi depuis un moment en Russie. Et c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de non-volonté de la part du président de travailler sur un confinement et de travailler sur l'anticipation. Ça a toujours été sur la réaction. Les chiffres augmentaient, on fermait un petit peu des choses, ça a relâché, on réouvrait. Disons qu'on a peu été dans l'anticipation et aujourd'hui encore, il faut, comme partout, j'ai presque envie de dire, jouer sur la balance sur l'économie, sur le sanitaire. Et aujourd'hui, la décision, comme ça avait été le cas au printemps déjà, c'est de faire une semaine de congés payés. Alors, le problème avec cette semaine de congés payés, c'est que le mesure parce qu'ils n'ont pas les moyens financiers pour la soutenir. Et c'est vrai que du coup, on est un petit peu dans cette difficulté-là. Et c'est vrai que pour la première fois, le président Poutine aujourd'hui demande justement à une vaccination plus importante parce que aujourd'hui, ça n'est pas suffisant pour contrer cette pandémie. Alors justement, Anne Sénéquier, vous dites qu'il n'était pas dans l'anticipation. Cela dit, sauf erreur, la Russie a été pratiquement le premier pays à mettre au point un vaccin, le fameux Sputnik V. C'est vrai, ça a été d'ailleurs le premier pays qui a communiqué, qui a communiqué. Ah, la liaison est trop mauvaise, pardon, Anne Sénéquier. Alors, Pardon, on va vous interrompre, je suis désolé, parce que la liaison est trop mauvaise. La liaison est mauvaise, mais justement, Olivier Ravanello, je rebondis sur cette question de Julien. En effet, ça a été un des premiers pays à créer un vaccin, et finalement, c'est l'échec de la stratégie sur le Sputnik V, et le fait qu'un tiers des Russes se soient fait vacciner avec le vaccin qui leur a été proposé. Oui, un tiers seulement. C'est un peu le paradoxe de Poutine, c'est un autocrate qui, sur cette crise, n'a pas voulu contraindre. On est sur des mesures. Il y a sûrement des éléments objectifs qui sont que le quoi qu'il en coûte à l'échelle de la Russie était peut-être pas aussi tenable qu'il peut l'être pour la France ou pour l'Europe, que la gestion de la crise a été plutôt confiée aux régions qui ont gardé une forme d'autonomie sur la façon de l'appliquer, et qu'on est dans un très grand pays et que malgré tout, sur ces questions-là, qui sont un peu des questions du quotidien, ce qui vient de Moscou apparaît comme étant quand même très très loin, et bon, on ne va pas forcément l'appliquer au pied de la lettre. Mais au fond, et sans faire de psychologie un peu facile, je crois qu'il y a foncièrement chez les Russes qui sont extrêmement défiants par rapport à la vaccination. Ils ne veulent pas se faire vacciner, que même lorsqu'on les contraint, ils essayent dans l'administration de le contourner. Il y a un rapport au danger qui n'a rien à voir avec le nôtre. Mais on pensait qu'ils étaient fiers, les Russes, de ce vaccin. On découvre qu'il n'en est rien. Ils peuvent être fiers du vaccin sans pour autant se dire qu'ils en ont besoin. Ils étaient très fiers que ce vaccin s'exporte. Ils étaient très fiers de l'avoir fait avant les Européens. Mais de là à se l'appliquer, il y a encore un autre pas. Le rapport au danger est vraiment structurant. Le vrai danger pour un Russe, c'est une guerre.
c'est potentiellement de l'espionnage, c'est un véritable danger physique. Les Russes passent leur temps à défier leur santé, à défier leur corps, à s'exposer à des bains froids qui seraient une absurdité totale, à mettre leurs enfants par -15 dans les jardins publics parce que ça fait du bien et que ça tue les microbes. On est encore dans cette culture-là qui, chez nous, a un peu disparu, c'est celle de nos grands-parents ou arrière-grands-parents dans les campagnes, et qui, je pense, à l'occasion de cette crise, a empêché les autorités sanitaires de mobiliser une population et de leur faire prendre conscience. Au fond, ça reste qu'une petite grippe pour un Russe. Oui, une petite grippe qui fait quand même énormément de morts. Ils ne pouvaient pas décider de l'obligation vaccinale, parce que vous l'avez rappelé, quand il s'agit de prendre des mesures autoritaires, Vladimir Poutine, il sait faire quand même. Oui, mais c'est tout le paradoxe de cette crise et de sa gestion. C'est pas le choix qu'il a fait. Et même Vladimir Poutine lui-même a mis du temps à se faire vacciner. Et quand il se fait... il l'a fait assez vite. Il a dit que sa propre fille a été vaccinée au Sputnik V. Oui, mais sur le moment, le jour où il se fait vacciner, il ne dit même pas que c'est au Sputnik V qu'il se fait vacciner. On a l'impression... en effet, il va voir tous les dirigeants du monde pour leur vendre ce vaccin. Et c'est vrai qu'il ne l'impose pas. Il fait le choix de ne pas l'imposer aux Russes. Les Russes qui sont extrêmement, en effet, méfiants, ce qui explique qu'il n'y en ait qu'un tiers seulement de vaccinés. Il paraît qu'ils essayent aussi de tromper, de se faire des faux documents pour dire qu'en fait qu'ils sont vaccinés alors qu'ils ne sont pas. Ça, on le voit aussi en France. D'où l'appel à la responsabilité tout à l'heure de Vladimir Poutine, parce que là, il a un véritable problème. Il a donc pas assez de Russes vaccinés. Il a un variant Delta qui explose, des hôpitaux qui sont maintenant, qui commencent vraiment à saturer. Donc là, il est obligé d'appeler à la responsabilité, surtout qu'en effet, comme le disait Olivier, il y a assez peu de respect des gestes barrières aussi, parce qu'ils n'ont pas ce rapport, en effet, au danger. Et donc, ces gestes-là ont été assez peu respectés. On a retrouvé le docteur Anne Sénéqui. On parlait tout à l'heure des chiffres assez catastrophiques, en effet, pour la Russie. Est-ce que l'épidémie peut revenir par l'Est, pour revenir en Europe ? Si on regarde au niveau macro, c'est vrai que déjà quand on regarde au niveau de l'Europe, l'Europe de l'Est est beaucoup plus vaccinée que l'Europe de l'Ouest, et on a du coup aujourd'hui au niveau mondial cette région OMS Europe qui est la seule région du monde où les cas aujourd'hui sont en augmentation. Donc oui, bien sûr, le virus, on le sait, ne fait pas cas des frontières. Et je voulais rebondir sur ce qu'on disait sur le plateau. Effectivement, on n'a pas contraint les Russes à se vacciner, mais en même temps, il y a aussi une géopolitique du vaccin qui est menée depuis le début par la Russie. Et aujourd'hui, comment vendre finalement ce Sputnik V et avancer ses pions sur l'échiquier international si on n'arrive pas à convaincre seulement sa population de se faire vacciner? Donc c'est aussi un jeu qui a pour destinataire l'international, de ne pas contraindre sa population. Et c'est vrai qu'on a une population qui, comme tout le reste du monde, n'est pas hermétique aux fake news et à tout ce mouvement anti-vaccin qui a vraiment très handicapé cette campagne de vaccination de par le monde, que ce soit en Russie, en France, au Zimbabwe, aux USA ou n'importe où ailleurs. Donc c'est une multitude de faisceaux qui fait qu'aujourd'hui on est dans cette situation-là et qu'il va falloir effectivement poser des mesures assez fortes, que ce soit revenir sur les gestes barrières, accélérer sur la vaccination. Et également travailler à maintenir, de la même manière que tous les autres pays, une économie, une société en état de santé, de marche. Est-ce que ce qui se passe en Russie est aussi représentatif de ce qui se passe dans les pays autour? La population russe réagit comme la population des autres pays frontaliers de la Russie. Anne Sénéqui, qu'est-ce qui explique le fait que dans l'ensemble de l'Europe de l'Est, on soit dans cette situation? On n'est pas dans la même situation partout parce que dans les pays d'Europe de l'Est, on n'a pas eu le vaccin Sputnik V. Certains pays l'ont commandé, mais on est sur une culture slave, mais pas complètement. Et je pense qu'il ne faut pas généraliser parce que ce qui se passe au Kazakhstan n'est pas la même chose que ce qui se passe en Pologne, par exemple. On a effectivement l'historique commun, mais aujourd'hui, chaque chose a sa propre discussion interne, et de la même manière qu'on ne peut pas comparer ces deux pays-là, on ne peut pas comparer l'Italie et la France alors que finalement ce sont deux pays latins pour des raisons de démographie, d'état de santé, d'état de confiance de la population vers son exécutif. Il y a tous ces éléments-là à prendre en considération qui fait que malheureusement, même si proche géographiquement, on ne peut pas généraliser les choses.
Merci beaucoup, docteur Anne Sénéquier, pour toutes ces explications. Olivier Ravanello, on voit bien que cette formule du chômage technique, enfin des vacances imposées aux Russes, des services qui sont fermés à Moscou pendant une semaine, tout pour éviter le mot confinement, qui est un aveu d'échec. Oui, et qui serait une sorte de retour en arrière, mais on a du mal à envisager, avec l'expérience qui a été la nôtre et la difficulté avec des confinements extrêmement drastiques et qui ont été très suivis à enrayer cette pandémie, comment simplement une petite semaine de vacances va pouvoir leur permettre de s'en sortir. En général, c'est plutôt des périodes d'au moins 3 semaines, c'est ce qu'on nous a répété plein de fois ici en France. Et ils ont essayé en mai, il y a déjà eu une semaine comme ça chômée et ça ralentit, oui, mais évidemment ça ne suffit pas pour stopper. Voilà, merci à tous les deux. On va revenir dans quelques instants sur une autre actualité internationale. C'est le retrait des troupes françaises progressif du Mali avec la fermeture de 3 bases sur 8 de l'opération Barkhane. C'est dans quelques minutes, mais tout de suite les essentiels LCI. Avec d'abord l'alerte vigilance levée après le passage de la tempête Aurore. 120 000 foyers privés d'électricité ce matin et les dégâts sont nombreux, mais pour l'instant, pas de victimes. La politique à présent, le livre de François Hollande fait des remous à gauche. Il sera ce soir l'invité de Ruth Elkrief à 20h45 sur LCI pour s'exprimer sur ses petites sorties dans son livre Affronter. Un échec pour l'industrie spatiale sud-coréenne. La fusée lancée il y a quelques heures, première construite 100% là-bas, n'a pas réussi à mettre sur orbite une charge factice d'1,5 tonne. La Corée rêve d'être un nouveau poids lourd de ce secteur. Truth Social, le réseau de la vérité, c'est le nom du nouveau réseau social que va lancer Donald Trump, puisqu'il est banni de Twitter, Instagram et Facebook. Il espère ainsi retrouver le moyen de s'adresser directement à ses dizaines de millions de fans. Et puis l'appel de Meghan Merkel à un congé parental aux États-Unis. L'actrice épouse du prince Harry, par ailleurs, avoue avoir été débordée à la naissance de leur 2e enfant et a appelé le Congrès américain à garantir un congé parental à tous les Américains, mesure qu'elle juge urgente, surtout pour les plus modestes.